Bonjour à tous, vous regardez sur le web le magazine qui décrypte l'actualité au travers du net. Au programme aujourd'hui un sondage au Brésil qui accuse les femmes d'être en partie responsables des viols, les commémorations palestiniennes de la journée de la terre et une vidéo de soutien au président algérien. C'est parti. On le sait, le Premier ministre Erdogan n'aime pas les réseaux sociaux. Il les avait d'ailleurs qualifiés de menaces pour le pays et menacé justement de les censurer. Le 21 mars dernier, il avait exécuté une première fois cette menace en interdisant l'accès à Twitter avant qu'un tribunal administratif d'Ankara lève cette interdiction. Ce week-end, c'est à YouTube qu'Erdogan s'en est pris et ce, je le rappelle, en réponse à des publications le mettant en cause dans des affaires de corruption. Sur place, la population est excédée, mais pas tout le monde. Avant ça, ils avaient déjà fermé l'accès à Twitter et Facebook va sûrement être interdit aussi. Mais personne ne peut en aucun cas restreindre nos libertés parce que nous sommes maîtres de nos opinions. Ils peuvent bien interdire ce qu'ils veulent, nous continuerons de penser par nous-mêmes. Je pense que Twitter et YouTube doivent se plier aux décisions de notre État. Aucune entreprise étrangère ne doit pouvoir agir comme elle le veut dans un pays qui n'est pas le sien. Évidemment que nous ne voulons pas qu'il y ait d'atteinte à la liberté, mais je ne vois pas cette interdiction comme portant atteinte à cette liberté, car en Turquie, il existe au moins 10 autres plateformes de communication. Dans tous les cas, ça n'a pas empêché le parti d'Erdogan de remporter les élections municipales. D'ailleurs, sachez que le scrutin a été perturbé par des militantes des Femen qui ont fait irruption dans un bureau de vote pour dénoncer la politique de censure d'Erdogan. Et enfin, sachez qu'en dehors de la Turquie, la Chine, l'Iran, le Pakistan, la Corée du Nord et l'Érythrée censurent également une partie ou l'ensemble des réseaux sociaux dans leur pays. Les médias n'ont donc peu parlé et pourtant les manifestations contre le gouvernement au Venezuela se poursuivent. Ce samedi 29 mars, 2 personnes ont trouvé la mort dans des affrontements survenus dans l'ouest du pays. D'après le ministre de l'Intérieur, ces 2 tués portent à 39 le nombre de décès survenus pendant les violences qui ont accompagné les vagues de protestations qui ont commencé il y a plusieurs semaines. Sur place, les opposants ont leurs héros et les internautes ont également les leurs. Regardez, c'est notamment une photo. Elle a été prise le 22 mars dernier par un photographe de l'agence de presse Reuters. Elle est très forte de par l'image, mais aussi par le message. On peut évidemment imaginer le contexte. Elle a été retweetée des centaines de fois. Allez, on passe à notre dossier du jour. Notre dossier du jour nous mène au Brésil. C'est un sondage qui crée le scandale sur la toile. Il a été conduit par l'Institut d'enquête économique du gouvernement. 65,1% des 3810 personnes interrogées ont affirmé que, je cite, « les femmes portant des vêtements qui laissent voir leur corps méritent d'être violées ». 65,1% des personnes interrogées. Et toujours dans cette même enquête, 58,5% des sondés considèrent que si les femmes se comportaient mieux, il y aurait moins de viols. Des convictions qui font donc reposer la responsabilité des viols sur les femmes plutôt que sur les violeurs. Les résultats de cette enquête ont fait bondir de colère plus d'un et plus d'une, notamment les féministes brésiliennes qui en réponse ont lancé une manifestation virtuelle. Elles ont publié en même temps pas moins de 20 000 photos d'elles en sous-vêtements avec le slogan devenu un hashtag sur les réseaux sociaux « Je ne mérite pas d'être violée ». Vous voyez quelques-unes de ces photos à l'écran. Et pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Anna Paula Carman. Bonjour. Bonjour. Il a fait bonjour. Je ne m'attendais pas à ce que vous répondiez en français. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes brésilienne, femme d'affaires, vous vivez en Israël, vous avez beaucoup suivi cette affaire. Est-ce que vous pensez que les résultats de ce sondage résument bien l'état d'esprit de la société brésilienne? It's a hard question to answer. C'est une question difficile, mais je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais petite. Je me souviens que j'étais dans un club de natation et le maître nageur m'a demandé de lever ma jupe. Mais j'avais 7 ans et je me souviens que je l'ai fait et il y avait des gens plus âgés, de 17 ou 18 ans. Ils m'ont fait jurer de ne le dire à personne, que c'était mal. They made me swear that I never tell nobody and that was very wrong. And now thinking back, Et maintenant, quand j'y repense, eh bien, c'est lui qui a fait quelque chose de mal. Et j'avais seulement 7 ans. Mais les autres femmes qui étaient plus âgées, elles avaient 20 ans, 25 ans, elles m'ont dit « Tu aurais dû faire en sorte que ça n'arrive pas ». thinking about your question, I think yes, represent how the way. Pour en revenir à votre question, je pense que oui, je pense que ça représente ce que les Brésiliens pensent, femmes et hommes. Pour certaines raisons, ils pensent que c'est la faute des femmes en cas de viol et de violence, et ce, même si c'est un enfant. Est-ce que vous pensez que la campagne qu'il y a eu sur Internet, à savoir les femmes qui ont posté des photos d'elles en sous-vêtements avec le hashtag, cette campagne a eu plus d'impact à l'étranger ou au Brésil?
Je ne suis pas sûre qu'elle ait eu un impact au Brésil. Je crois qu'elle a reçu de la publicité, oui, ça c'est sûr. Mais en tout cas, c'est bien que des femmes se regroupent et fassent entendre leur voix ensemble, parce que dans le passé, c'était une honte de parler de ce sujet. Je crois que c'est le rôle des médias et du gouvernement. Ils doivent se mettre ensemble et faire une campagne, pas seulement ciblée sur les hommes, mais ciblée sur les enfants, parce que c'est dès l'enfance que nous devons changer la façon d'aborder ce problème. Au Brésil, le président est une femme, c'est une présidente. Est-ce que le gouvernement est engagé pour changer les clichés et les idées reçues sur les femmes au Brésil ? C'est vrai qu'elle est très préoccupée par ce problème. Elle en parle beaucoup en ce moment sur les façons de le résoudre. Mais oui, je pense qu'il doit faire un meilleur travail. Je crois que nous devons, comme je l'ai dit, éduquer les enfants. Et puis surtout, le problème vient des médias. Pendant le carnaval, tout le monde est sans vêtements. C'est bien d'être sexy, mais dans la vraie vie, si vous sortez avec un short ou une jupe courte, vous êtes provocante. C'est ridicule. Pourquoi c'est bien de se dénuder à la télé et au carnaval, et dans la vraie vie, cela devient mal? Je vais vous donner un exemple. En Israël, je n'ai aucun problème lorsque je me promène en short, alors qu'au Brésil, je ne me sentais pas vraiment à l'aise, selon les quartiers. Vous vous demandez toujours quels vêtements vous allez porter et ce que les gens vont penser de vous. Alors justement, est-ce que la société brésilienne est vraiment machiste ? C'est ce que je vous disais, c'est difficile à expliquer. Parce que comment peuvent-ils être aussi machos si pendant le carnaval, les femmes peuvent se dénuder totalement? Il y a des femmes qui dansent dans la rue, presque nues, vous savez. Mais oui, ils sont très machos, même les femmes. Quand je suis en vacances, je rencontre beaucoup de filles de 14-15 ans qui sont enceintes, qui ont un enfant, le père a disparu, et même leurs propres parents leur disent que ce sont elles les responsables. Elles sont supposées faire en sorte que cela n'arrive pas. C'est aussi normal que l'homme ne s'occupe pas de ses enfants parce que c'est un homme. Il se comporte normalement en ayant un rapport sexuel et puis c'est la fille qui est responsable des conséquences. Et oui, je pense qu'ils sont très machos. Anna, une dernière question. Qu'est-ce que vous pensez que le Brésil devrait faire pour changer l'état d'esprit ? Comme je vous le disais, cela commence dans et par les médias. Quand j'étais petite, je faisais partie d'un groupe de Tché, c'est une forme de danse brésilienne, le nom est Ocham. Je me souviens d'une fille qui bougeait sur un bâton au sol, comme si elle faisait l'amour, c'était très joli à voir. Et d'une certaine manière, la société nous autorise à être vus comme des objets, et le carnaval est un très bon exemple. Les médias doivent poser les bonnes questions. Est-ce la bonne manière de présenter les femmes? C'est un carnaval dansant, certes, mais a-t-on besoin d'être nu? Quel est l'intérêt? Merci beaucoup, Anna Paula Carman, d'avoir été avec nous. Merci infiniment d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je précise que pour des raisons d'emploi du temps de notre invité, nous avions enregistré son interview quelques heures avant le reste de l'émission. On passe à un tout autre sujet au Proche-Orient. Dimanche 30 mars, les Palestiniens et les militants de la cause palestinienne célébraient la Journée de la Terre. Alors la Journée de la Terre commémore chaque 30 mars la mort en 1976 de 6 manifestants arabes israéliens dans des affrontements avec les forces de l'ordre israéliennes. Plusieurs manifestations ont donc eu lieu encore cette année, mais l'essentiel de la mobilisation s'est passé plus sur Internet que sur le terrain. Regardez quelques exemples des tweets anti-israéliens publiés à cette occasion. Vous voyez par exemple cette première image évidemment très forte avec écrit « C'est la Palestine, pas Israël » et cette accusation de vol de terre. Cette photo à présent prise à Montpellier, un happening du mouvement anti-israélien BDS qui est censé reconstituer une scène de la vie quotidienne des Palestiniens. Et enfin, ce tweet qui efface complètement Israël de la carte et qui affirme que l'ensemble de la région appartient aux Palestiniens.
Allez, on parle un peu d'high-tech. Vous le savez, Facebook, tout comme Google d'ailleurs, s'est lancé le pari de connecter le monde à Internet avec sa fondation Internet.org. Plus de personnes connectées, ça veut bien entendu dire davantage d'utilisateurs. Les projets de Facebook se multiplient pour y parvenir. Le dernier en date a été annoncé il y a quelques jours. Il consiste en l'utilisation de lasers, de drones ou encore d'avions solaires. Ça paraît fou, mais c'est très sérieux. Mark Zuckerberg l'affirme, il cherche des moyens d'envoyer Internet aux gens depuis le ciel, une sorte de cadeau qui viendrait d'en haut. Regardez l'annonce du projet. En ce moment, quelques milliards de personnes ont accès à Internet et des choses merveilleuses en ont émergé. Donc, que se passera-t-il lorsque le reste d'entre nous y aura accès? Ce ne sera pas 2 fois mieux, ce sera 1000 fois mieux. Imaginez, pour la première fois dans l'histoire, l'humanité va pouvoir utiliser son potentiel, chacun, partout. De nouvelles voix, de nouveaux rêves, de nouvelles inspirations. Et voilà, nous pouvons le faire. Cela a commencé à apparaître à 60 000 pieds, un avion à énergie solaire, apportant Internet aux gens où qu'ils soient. Donc que va-t-il se passer maintenant? Quand nous aurons tous accès à Internet? Qui sait? C'est notre responsabilité à tous, chacun de nous. Ça fait rêver. Je précise que l'équipe qui travaille sur le projet comprend notamment des experts de la NASA. Ça fait encore plus rêver. Et puisque l'on parle high-tech, laissez-moi glisser quelques mots sur Yahoo qui veut créer sa propre plateforme de partage de vidéos en ligne, une sorte de YouTube made in Yahoo. La très charismatique patronne du géant d'Internet Marissa Mayer travaille depuis un long moment pour tenter d'attirer des stars populaires de YouTube vers un réseau qu'elle cherche à bâtir. La stratégie derrière l'idée de Yahoo est d'attirer les créateurs de contenu et les propriétaires de chaînes YouTube déçus de la plateforme et qui estiment notamment que celle-ci ne leur permet pas de gagner assez d'argent. Yahoo espère donc lancer sa propre plateforme en réponse dans les prochains mois. On lui souhaite tous nos vœux de réussite et surtout de nous apporter des vidéos intéressantes pour notre émission. Avant de passer à l'œil du net, je vous propose de regarder une vidéo aussi inattendue que surprenante. Elle nous vient d'Algérie. La vidéo s'appelle « Notre serment pour l'Algérie ». Abdelaziz Bouteflika, elle rassemble 60 personnalités qui chantent leur soutien au président sortant qui brille un 4e mandat. Parmi les personnalités qui chantent dans ce clip, on retrouve notamment Cheb Khaled et l'humoriste Smaïn. Regardez. Voilà, je vous ai dit aussi inattendu que surréaliste. Allez, on passe au sujet décalé du jour, c'est l'œil du net. Alors, je suis complètement fan de la vidéo que vous apprêtez à voir. Elle ressemble un peu au super papa Badad. L'auteur, cette fois-ci, s'appelle Daniel Hashimoto. Il est animateur au studio DreamWorks. Vous savez, les fameux studios DreamWorks qui font des dessins animés assez impressionnants. Et grâce à ses talents de monteur, il a fait de son fils une star de YouTube. Encore une fois, grâce à du montage vidéo, vous pouvez faire des miracles. What do you have? Nice. You remember how to use it? Oh, wait. Okay. Oh, golly. The float lava. Yeah. The hyperdrive. Is it going to do that? Boom.
Je veux ces talents de monteur. Allez, une dernière compilation avant de se quitter. Celle-ci est nettement moins classe. Les vidéos nous viennent du réseau Vine. On y voit un homme qui aime faire peur à sa copine. Pourquoi pas? Ah! Oh! Ah! Holy shit! Ah! 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 What? What? Fucking Holy shit! What? What? The little lady. Scream. Stop scaring me! Je suis désolé de vous avoir infligé ça. Hein. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, pour de nouvelles infos en provenance du net. On garde le contact via Twitter. Je n'avais pas fait ça depuis très longtemps. Bye, vous me manquez déjà.